messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, je vais vous conter avec honneur mes 10 meilleures expériences cinématographiques de cette année 2024. T'es chaud? J'ai vu en tout et pour tout 156 films et dans ce top, une majorité de films a été vu en salle de cinéma et ça c'est beau parce que moi je suis un fan de la salle de cinéma, mon gars, je suis un ancien. Mais dans les 156 films que j'ai vus cette année, quelques-uns ont pris la part du lion et ont pris mon cœur. Et je vais te relater cette expérience de 12 mois avec le 7e art. Mais tout d'abord, les mentions honorables. La zone d'intérêt, un film d'horreur qui ne dit pas son nom. Horrible truc. Memory, un drame romantique poignant. The Spaceman, donnez-moi encore et toujours plus de la SF poétique et contemplative avec Adam Sandler. Thriller d'action impeccable avec Rebel Ridge. Et grande surprise, la nouvelle vague belge arrive sur nos écrans avec La Nuit se traîne. Et un qui aurait pu finir dans mon top 10 et je l'ai vu que très récemment. Nosferatu, c'était un truc de dingue. Après je suis parti pris parce que je pense que je suis fan de Robert Eggers. Ça fait quand même trop de films que j'apprécie de lui pour dire que non, ce mec là je le kiffe pas. Ses décors, ses costumes, ses gueules, j'ai tellement kiffé. C'était un film complet, un film parfait qui m'a été tout en haut, mais je l'ai vu que la semaine dernière et je l'ai pas assez digéré, tu vois, comme les autres. Donc je suis vraiment désolé. Il sera juste en mentions honorables, mais vraiment tout en haut de mes mentions honorables et un film qui a marqué cette année 2024. Trêve de palabres, rentrons de plein pied dans mon top 10. 10e place. Pour Hérétique, thriller horrifique ébouriffant d'efficacité qui repose sur un huis clos avec juste 3 personnes qui vont nous donner des dialogues enlevés et réflexifs sur la religion. Tension mettre à 1000 avec 2 jeunes personnages vraiment attachantes qui ne sont pas dépeintes comme 2 cruches religieuses. Ça, c'est vraiment un réflexe cinématographique à chaque fois. Ils sont là pour rendre les religieux débiles et là, pas du tout. Elles vont faire face à une adversité totale et ça se transforme en Survivor, mais pas le Survivor habituel avec de la violence, plus un Survivor psychologique. Parce qu'en face d'elle, mon pote, il y a ce roublard de Hugh Grant, toujours impeccable dans les rôles ambigus, et qui fait une deuxième partie de carrière tonitruante. Et de toute façon, j'ai toujours su que c'était un psychopathe ce roast beef. Dès le 4 mariages à l'enterrement, sa gueule, elle ne revenait pas. Trop beau pour être vrai. 9e place, et la France est au rendez-vous avec Pendant ce temps sur Terre. Tu commences à me pratiquer depuis très longtemps et tu sais très bien que j'aime la science-fiction qui est douce, contemplative, méditative, sur les absences, sur les deuils qui sont ingérables. Et ce film nous donne tellement bien, la réalisation est efficace. Elle n'est pas faite avec trop d'effets, ni avec trop de personnages. On se focalise sur cette jeune femme, dans ses sacrifices qu'elle va devoir faire, et avec une fin complètement ouverte, où toi aussi, tu pourras faire tes propres choix. Bravo à la team de J'ai perdu mon corps. C'est un film d'animation, et là il passe en live action. Il y a une petite aussi part d'animation qui est sur ce film, qui est vraiment très belle. Une superbe bande son, et aussi une très bonne Megan Northman, avec une interprétation tout en courage, très convaincante. Elle m'a vraiment surprise, parce que je l'avais découvert dans Salade grecque, et j'ai envie de lui dire, va te faire voir chez les Grecs, t'es bon, t'étais horripilante. Mais là, t'étais canon. 8e place. Et là, mon gars, pour cette 8e place, je vais être le seul à voyager dans ce train. Mais tu connais le rebeu, il assume tout. Il assume les pires crasses, les pires nanars, les pires films, les séries Z. Mais il ne peut pas combattre ses sentiments. Quand son cœur est pris, il est pris. Donc 8e place, pour Wolves, le retour du casting de Rockstar. C'est comme s'ils avaient fait le dernier Ocean Eleven la veille, mon gars. Ils ont rien perdu de leur superbe. Toujours la grande classe dans les punchlines qui vont s'envoyer dans la gueule. Toujours cette même alchimie à l'écran. Brad Pitt comme George Clooney, ils ont peut-être pris des rides. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de les revoir. Surtout quand on survend des nouvelles rockstars qu'on est obligé d'aimer. Et coucou Adam Driver, coucou Timothée Chalamet. Mais moi, c'est eux que j'ai envie de voir. Ok, c'est un avis de boomer. Mais moi, j'ai aimé les voir. Peut-être pour une dernière fois, je m'en fous. Mais j'ai pris mon pied. Bravo à John Watts. Oui, monsieur du MCU qui a fait tous ces Spider-Man de M. Mais le mec a parfaitement consulté son petit Soderbergh illustré et un petit peu de Shane Black aussi. Et il a su diriger parfaitement ces 2 lascars dans cette tenue new-yorkaise qui n'en finit plus. Et avec même de l'action, bien mis en scène. Il y a une course-poursuite, mon pote, c'est une des courses-poursuites de l'année. C'était complètement fou, ça n'arrêtait plus. Donc Wolves, c'est couilles de loup sur toute la ligne. 7e place. The Substance. Bon, je ne comprends pas pourquoi ce film fait polémique chaque semaine depuis qu'il est sorti, c'est vraiment horrible. J'ai entendu tout et son contraire par rapport à ce film. Il y en a qui l'ont mis sur un pinacle, ça aussi je comprends pas. Et il y en a qui le descendent comme si c'était la dernière des merdes, vous faites chier. Et attention, je reconnais les défauts du film. Moi j'étais vraiment dithyrambique après la séance et après on y réfléchit un peu plus. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence par rapport au récit. Mais bon sang, c'était mon film boîte de nuit de 2024. Je me suis tellement éclaté, c'était du véritable divertissement. J'adhère et je soutiens complètement le délire de Coralie Farja, qui confirme tout le bien que je pense d'elle, tout le bien que je pense de son cinéma. Elle digère ici toutes ses inspirations, tous les kiffs qu'elle a dans sa jeunesse de cinéphile, même les plus improbables. Pour nous donner un super film, et tu en fais ce que tu en veux. Si tu vois un message féminin, parfait. Si tu vois un message misandre, tu as le droit. Et si tu vois un film juste pour t'éclater, un bon film d'horreur, avec du bon body horror, c'est mortel. Et bref, t'as le droit de le détester ou de le kiffer, mais
Arrêtez de vous prendre le chou, les gars, ça sert à rien. Donc oui, Coralie, il a beaucoup eu le temps d'ébiner de manière malhonnête, beaucoup de critiques aussi que j'ai écoutées dans des podcasts qui m'ont vraiment véritablement dégoûté, et ces gens puent la frustration, et ça me débecte. Ils sont de plus en plus inaudibles, plus les années passent, alors que moi je les admirais. Coucou Capture Mag. Mais en tout cas, Robeux des Bois te kiffe. 6e place. 6e ex-aequo avec Asphalt City, Black Flies et Civil War. Deux films, bien que distincts par leur approche, se répondent à travers une vision sombre et sans concession de l'effondrement de l'Amérique moderne, parce que c'est un peu la merde chez eux, hein, même beaucoup. Black Flies, c'est la brutalité des rues new-yorkaises à travers le quotidien de deux ambulanciers. Ce film explore la violence systémique et l'effondrement des infrastructures essentielles dans une ville qui est dépassée par ses propres crises. Super New York, hein. Et Civil War, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus symbolique, parce que c'est un pays qui est déchiré par des divisions internes. Et même si les causes de conflits sont floues, tu sens qu'il est palpable, et c'est profondément ancré dans une société qui est gangrénée, qui est fracturée par les décennies de tensions raciales, sociales et politiques. Tu sens que c'est une poudrière, que tout peut prendre feu. Et ils ont tous deux un univers commun. Un tableau d'une Amérique au bord du gouffre. La partie 1 serait Black Flies avec un angle microscopique, celui des bas-fonds de New York, où l'humanité se bat pour survivre, et l'autre une vision macroscopique, attention, le rebeu se la raconte avec des mots techniques, montrant un pays entier qui s'autodétruit dans des guerres intestines, reflet d'un gouvernement ingouvernable et d'un peuple complètement divisé. Et ils ont aussi tous deux une magnifique écriture et une superbe réalisation. Attention, au niveau réel, c'était un truc de dingue. Sur les deux, que ce soit la photo, toutes les images prises, chaque cadre, tout est travaillé au millimètre près. Après, c'est du très lourd. Jean-Stéphane Sauvert, comme Alex Garland, c'est XXL. Au niveau talent pur et dur, et au niveau des mecs qui font pas de concessions dans leurs films, que ce soit au niveau visuel, que ce soit au niveau violence de face, ça y va, ça te met mal à l'aise. Bref, ces deux films sont le témoignage puissant d'un monde au bord de l'implosion et rappellent l'impact du cinéma pour refléter nos plus grandes peurs sociétales. Comment j'étais inspiré. C'est vrai que ces films m'ont complètement rendu fou et j'ai pas arrêté d'y réfléchir jusque maintenant. Et c'est absolument à voir, incontournable mon pote. 5e place. Trap, pas dans le 7-8, hein. Trap, le piège. Night Shyamalan ne cessera jamais de m'étonner et là il revient en très grande forme avec ce simili huis clos. Un véritable plaisir de cinéma avec la traque d'un serial killer et aussi un superbe film de daron. Moi je kiffe les daronnades. Et là mon gars, il y a une perf stratosphérique. Je sais qu'il sera jamais nominé aux Oscars parce que ce genre de film tu les nommes pas aux Oscars. Pas assez dramatique, mon pote. Pas assez reflet de notre société contemporaine. Mon cul. Non, mon pote. Josh Hartnett, il est monstrueux dans ce rôle. Plus qu'à l'aise dans ce thriller intense avec du suspense, des rebondissements constants. Ça se savoure de bout en bout et il y a une superbe dualité sur ce personnage qui d'un côté doit se torturer l'esprit et d'un autre côté doit prendre du plaisir, mon gars, parce qu'il a une véritable performance. Mon gars, c'est la performance de sa vie. Le serial killer, là, il est là. Il se dit, mon pote, je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout et il a un cerveau de fou. Hein, parce que dans son passé dans sa tête. Ok, il y a quelques facilités parfois, mais quel pied, mon gars. Et il faut réhabiliter absolument Josh Hartnett. Je le dis depuis la série Penny Dreadful. Et je pense que ce mec-là est passé à côté d'une carrière qui aurait pu l'emmener au sommet. Là, je te parlais de George Clooney et Brad Pitt. Je pense que ce gars-là, il était derrière ces gars-là, quoi. Et c'est vraiment dommage de pas l'avoir à pareil fait, mais le gars mérite. Il mérite. Là, il nous fait une super perf. Et je crois qu'il fait un film d'action l'année prochaine qui a l'air hyper cool par la team John Wick. J'ai pas très apprécié ce qu'ils ont fait après sur Bullet Train et tout, mais voilà, donner un maximum de rôles comme ça qu'on le revoit un peu plus. Sa bouille me fait tellement du bien. Josh Hartnett, mon gars, je te kiffe. Et Shyamalan, pareil, hein. Livre-nous encore des films comme ça. Tous les 2 ans, souffle un petit peu. T'es sur plein de projets, t'es sur plein de prod, souffle un peu. Mais on veut revoir du trap, on veut revoir des projets originaux, pas tout le temps la même chose. Et là, c'était super cool, le concept était mortel. 4e place. Dune, partie 2. Alors dire qu'on a douté sur cette partie 2 à l'époque, ouais, Covid, le film n'a pas assez fait de box-office, on sait pas si on va financer, mais c'est un truc de fou de passer à côté d'un film pareil. Quand tu as vu le premier qui était déjà méritant, c'est pas possible de pas lui donner directement le chèque pour faire la partie 2 et 3. Pourquoi douter de la puissance de Denis Villeneuve, qui est peut-être le réalisateur en place? Et ce mec est tellement honnête, tu sens vraiment l'amour qu'il a pour cette saga, l'amour qu'il a de chaque grain de sable de ces dunes. Dans ce film, c'est simple. Chaque scène est une tuerie, chaque son, chaque mot prononcé te tabasse dans ton siège. Et cette séquelle, elle éclate sa grande sœur à tous les niveaux. Elle éclate pratiquement tous les films SF de l'année. Sauf un, je me suis un peu poucave. C'est plus grand, c'est plus fort, c'est plus puissant. Les personnalités se dessinent, les personnages ils sont 10 fois plus développés. L'action est complètement folle. Le Denis Villeneuve, il lâche les chevaux à fond. Il me donne tout le temps cette impression de faire son dernier film. Tellement le mec met chaque fois sa vie dans chaque production qu'il fait. T'as envie de monter sur un verre de sable et chevaucher à toute patate avec Timothée Chalamet et Zendaya. Je n'ai jamais senti les 3 heures et mon gars, je suis même nerveux à l'idée de voir cette 3e partie. Parce que je sais vraiment pas où elle va nous emmener et je suis même nerveux et dans le doute et mon gars m'a repoussé dans mon retranchement. Je suis même en train de me dire que c'est peut-être pas la meilleure saga SF que je kiffe de toute ma life. C'est trop Denis, je t'aime. Même si t'as plein de haters toi aussi. Et putain, je les emmerde de ouf. Je te kiffe mon gars. 3e place. On rentre dans le tiercé gagnant avec pour la 3e place, Tatami. Un film dur mais qui fait du bien parce que là on voit le 7e art, le sport qui s'unissent
pour un message de paix. Ça percute, ça questionne, ça tourbillonne dans tous les sens. Surtout dans l'esprit du spectateur, où tu as le souffle coupé sur chaque scène. Quand tu regardes, c'est judoka qui donne tout, qui va se battre bec et ongle contre ses adversaires, mais l'adversité va grandir parce qu'elle va se battre contre tout un pays, son propre pays. Et un très beau film de sport au demeurant va se transformer minute après minute en un magnifique thriller politique qui ne va pas te lâcher la grappe, et tu vas être aussi parti pris, mon gars, parce que tu vas trouver ça dégueulasse, tu vas trouver ça injuste et horrible, mais tu vas dire bravo. Tu vas dire bravo à ce réalisateur israélien et iranienne qui vont s'unir pour faire ce film et qui vont prouver qu'un autre monde est possible. Malgré tout ce que nous balancent ces médias de merde comme BFM et CNews, pour ne pas les citer, que tu sois juif ou musulman, n'importe quelle religion, n'importe quelle couleur, on peut cohabiter pour briser les colonnes du cinéma, mais aussi pour briser tous ces stéréotypes, tous ces clichés, tous ces bâtards qui essayent de nous diviser. Donc Tatami, c'est à voir et à soutenir, mon gars, et magnifique, magnifique, ça a marqué cette année 2024. Je suis tellement joyeux encore de voir ce genre de film, et il nous en faut plus. Deuxième place. Et attention, deuxième place pour le dauphin City of Darkness. C'est le cadeau cinéma de cette année 2024, c'est le retour en salle du cinéma hongkongais, qu'on n'attendait plus d'ailleurs. Mais là, c'est du cinéma hongkongais complet, parce qu'ils sont partis chercher sur plein d'inspiration. Un hommage appuyé de ce diable talentueux de Tsui Cheng, de tout ce que fait le charme de ce cinéma qui est unique et vital parce qu'on en a trop besoin. Des personnages stylés, des décors fabuleux, de l'action XXL qui régale de bout en bout. Et mon pote, c'est la saga du turfu. Il faut que tu montes dans le train dès maintenant parce qu'il va être trop tard, mon gars. Parce que c'est le film parfait pour combattre tous ces blockbusters de merde, tous ces blockbusters qui font des millions, à qui on donne trop d'intérêt, à qui on donne trop de vues, et dont on polémique, mais ça mérite même pas la polémique. Il faut donner de la force à ce genre de film. Ça, c'est un vrai blockbuster. Les blockbusters d'Asie, on en a besoin, que ce soit hongkongais, japonais, ce que tu veux, indien aussi. On en a besoin en salle. Donc City of Darkness, mon gars. Il est plus en salle, mais le Blu-ray vient de sortir, il faut absolument que tu ailles le prendre. Première place, et c'est vraiment une surprise, mon gars, quand tu connais Rebeu des Bois, et j'en ai parlé beaucoup sur la chaîne cette année en 2024. J'ai parlé de ces 3 premiers films. Tu sais tout l'amour que je voue à cette saga. Furiosa, première place. Quel film? George Miller nous montre comment faire une magnifique préquelle. Le seul film que j'ai vu de multiples fois cette année, tellement chaque séance était unique. La première séance, j'étais un peu déboussolé parce que j'allais en mode Fury Road et j'aurais pas dû. Parce que c'est pas du tout Fury Road. Et la deuxième séance, j'ai vu tous les détails, j'ai vu tous les petits trucs qui me manquaient sur quelques images, sur l'histoire, sur le récit, sur la mise en scène. C'est un génie, ce gars. Qu'est-ce que c'est fort de bout en bout? Qu'est-ce que les acteurs sont convaincants? Qu'est-ce que cet univers me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie de voir aussi une possible suite? Peu importe ce qu'il fait en fait dedans, hein. Je n'ai rien à foutre qu'il me parle de Max, qu'il me parle de Furiosa dans notre personnage. L'univers de Mad Max, c'est de la tuerie. Et il mérite cette première place. Et trop triste qu'il n'ait pas éclaté le box-office comme prévu. Moi, je pensais vraiment qu'il allait faire un peu mieux. Après, je m'en fous un peu des chiffres et tout, mais juste par rapport à George Miller, c'est un tonton, c'est un papy. Il mérite quand même un peu plus de succès. Il mérite qu'on donne un peu plus d'intérêt à son cinéma. Quand je vois Deadpool, Consort, qui éclatent le box-office, quand je vois ces films de merde de Disney où tout le monde se déplace pour aller les voir, et Furiosa, je pense que, bon, il y a de la violence, mais je pense que c'est un film un peu plus globalisant, et c'est vraiment le blockbuster qu'on kiffe, tu vois. Le blockbuster, même popcorn, parce qu'on peut y voir beaucoup de texture, de gravité, de consistance par rapport à un blockbuster classique, parce que ça parle de véritables thématiques, que ce soit écologique ou politique, et que tu vois un monde qui s'effondre, l'apocalypse, c'est pas évident. Et puis, quel plaisir de ciné, mon pote. Chaque détail, mon gars, c'est un truc de dingue. Je parlais de 2019 tout à l'heure, mais ces mecs-là mettent tellement d'amour dans ce qu'ils font. C'est impossible quand t'aimes le cinéma de pas supporter ces types, quoi. Ou d'aller chercher la petite couille, oh, le gars, il filme en accéléré. On s'en fout, mon gars. On s'en fout, ça fait partie du langage cinématographique. De filmer en 1.5, on s'en tape. Du moment que ça sert le récit. Et lui, ça sert complètement le récit, quoi. Que ce soit sur cette saga ou sur sa filmographie, il nous a jamais donné le même film. Et je savais pertinemment qu'il n'avait pas donné le même film que Fury Road. Et c'est pas rare, en fait, que j'ai pas eu ça. Au début, j'étais un peu décontenancé et je me disais, surtout sur la première vision, il y avait un truc qui manquait, mais en fait, finalement, il n'y a rien qui manquait. Et plus j'ai vu ce film 3 fois, et plus je l'ai compris. Je l'ai vu 2 fois en salle, je l'ai vu dans une petite salle, dans une grande salle, et je l'ai vu à la téloche, et il me plaît tout le temps, quoi. Dès que je lance le film, je peux plus m'arrêter. Chaque scène me frappe. Confirmation de Anya Taylor-Joy. Quand on parle des jeunes starlettes, je pense encore à Zendaya, ou je pense à Sydney Sweeney, ou d'autres, qu'on surjoint un petit peu. Faut les laisser un peu grandir, mais il y en a une qui est la Queen. Anya Taylor-Joy, mon gars, magnifique, et j'ai même préféré les 2 petites jeunes qui étaient avant elle, enfin, le trio de ces actrices-là pour rendre hommage à Furiosa et plus loin Charlize Theron. J'étais un peu sceptique de ne pas voir Charlize, mais purée, elles sont au niveau, et elles sont impeccablement dirigées comme le reste du cast, Chris Hemsworth et tout, mais non, il faut vraiment que je me tape cette année et que je me dise de faire une vidéo sur ce film, parce que ça suffit pas de le dire et de mettre tout en haut du top sans en parler avec plus de détails, parce que ça le mérite, ça mérite qu'on respecte cette œuvre. Donc Furiosa, première place, amplement méritée.
pour ce top 10 2024 de cette année cinématographique. Qu'est-ce que tu penses de mon top 10? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu es contre moi? Est-ce que je dis complètement de la merde? Et si je dis de la merde, mon gars, tu dois m'insulter. Je connais le célébradage. Robbe des Bois est une salope. Robbe des Bois est une sasa. Et toi, donne-moi ton top 10. Qu'est-ce que tu as kiffé cette année? Pas obligé de mettre 10 films, hein, mais 2-3 films vraiment qui t'ont frappé, que tu as kiffé, que je peux peut-être rattraper, que j'ai pas nommé. Et je te dirai pourquoi je les ai pas nommés. Parce qu'en fait, il y a plein de films que j'ai aimés, hein. J'en ai vu quand même, quand tu vois plus d'une centaine de films, je pense que tu peux facilement faire un top 30 ou un top 40 ou un top 50 carrément. Marc Toescar, ne t'oublie pas. Bref, dis-moi ce que t'as kiffé, c'est vraiment important, mon gars. Lâche-moi un bon petit commentaire et ça me ferait grave plaisir, voilà, d'entendre ce que tu as kiffé, ce qui t'a fait vibrer en 2024. Et joyeux anniversaire, mon gars. Mon gars, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. 8 ans de la chaîne Robbe des Bois Chronicles. 31 décembre 2016. On vient de passer le 31 décembre 2024 et ça fait 8 ans qu'on est là. Et plus de 2 ans et on aura fait 10 piges. On sera là, on va se taper, on va faire de magnifiques vidéos. Et je te retrouve déjà pour mon top série et je te retrouve aussi pour mon top action. Je vais essayer de faire ça en janvier. Si je peux boucler ça en janvier, février, ça me ferait plaisir. C'est des vidéos qui demandent un peu de réflexion, qui demandent du taf. Mais on sera là. Peace and love, mon ami.